Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Euh, c'est la fin de l'été bientôt. Euh, on rentre dans une nouvelle saison et c'est un nouveau tournant qu'il faut accueillir et qu'il faut comprendre. Et aujourd'hui, j'aimerais vous faire une vidéo sur la thématique du désir pour parler du conscient et de l'inconscient. Mais surtout pour transmettre mon énergie du moment, c'est-à-dire le renouveau, l'envie de tourner une page, tourner des pages, parce que souvent quand on en tourne une, on en tourne plusieurs en même temps. C'est le propre de la vie. On est un peu associé à toutes les thématiques de notre vie dans la même dynamique. Pourquoi j'ai voulu parler du désir? Parce que je me suis intéressé à travers euh, les travaux philosophiques de plusieurs grands philosophes qui ont parlé du désir et peu de philosophes vont dans la même direction. Finalement, les courants même s'opposent parfois se rejoignent, parfois s'entrecoupent, mais on n'a pas une unanimité sur le désir qui ressort. Et à travers mes réflexions, je vais essayer de vous montrer pourquoi il peut y avoir donc ces différences de point de vue sur des personnalités qui sont quand même très brillantes. Hein, on parle de Platon, de Socrate, de Schopenhauer, de Spinoza, donc de Nietzsche, de Sartre, etc. Donc tous les plus grands philosophes au fil des civilisations. Et pourquoi en fait ces hommes brillants euh, peuvent finalement avoir des visions complètement différentes. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer et je vais vous montrer, je vais en tout cas essayer de vous montrer plutôt euh, ce que l'on doit essayer de comprendre du conscient et de l'inconscient. Alors, j'ai voulu parler du désir parce que c'est vraiment la thématique de ma vie actuellement. J'ai essayé, à travers ce parcours et de cette chaîne que j'ai créée maintenant il y a à peu près 4 ans, je crois, qui faisait suite donc du coup à une séparation avec donc une femme que j'aime beaucoup. Euh, je crois qu'on peut même parler de quelque chose de beaucoup plus grand que l'amour, mais qui est plus du domaine de l'irrationnel que du rationnel. Donc j'ai créé cette chaîne sur la thématique des flammes jumelles au début, et c'est né justement d'un désir impulsif, créatif. C'est-à-dire, moi qui n'avais jamais été voir des voyants, des médiums, etc. de ma vie, je ne sais pas pourquoi, j'ai été poussé à me dire, comme souvent dans ma vie, tiens, je vais faire de la guidance. Donc j'ai acheté un oracle, je me rappelle très très bien, ça s'appelait l'oracle des flammes jumelles. Donc il y en avait deux, un pour le chaser, un pour le runner. Et puis j'ai commencé à faire des tirages sur Instagram au début, sans avoir lu aucune notice, sans avoir pris de cours sur la médiumnité, etc. Et puis ça a tout de suite matché, puisque très vite j'ai eu beaucoup de retours, beaucoup de demandes de consultation, de guidance, etc. Et puis derrière, tout aussi de façon instinctive, j'ai commencé à travailler sur l'énergétique sans avoir pris de formation, sans avoir eu de cours, etc., toujours avec mon instinct. Et donc j'ai commencé à faire des libérations karmiques, j'ai commencé à faire des soins énergétiques, etc. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que si j'avais eu à ce moment-là de mon parcours, de la conscience et du coup du recul, j'aurais compris qu'en fait c'était mon identité vraiment. C'est-à-dire que j'ai tout le temps fonctionné comme ça, par cycle, des cycles que maintenant j'ai réussi à identifier à peu près de 5 ans, où j'ai besoin en fait de repartir dans un nouveau challenge. J'ai besoin d'écouter un appel qui vient de l'âme et j'ai besoin donc du coup de peut-être me prouver quelque chose, j'en sais rien, ou en tout cas de me faire plaisir, de m'amuser.
mais de façon instinctive et sans justement me former, sans prendre de cours, etc. Vous me direz, je suis pas le seul et en même temps, c'est quand même plutôt quelque chose à la marge. C'est quand même quelque chose qui est plutôt typique des neuroatypiques, justement. Donc, de cette petite partie de la population qui ne fonctionne pas comme les autres et qui a besoin d'être très connectée à ce qu'on appelle la polarité yin, donc très connectée à l'instinct, très connectée au ciel, très connectée du coup aux intuitions. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, à travers ce parcours que j'ai mené, j'ai compris que le désir était finalement à la fois un moteur et à la fois une prison. Et c'est pour ça que je vais vous parler du coup un petit peu des réflexions de plusieurs philosophes. J'ai fait du coup un peu une synthèse en m'aidant de mon ami ChatGPT. Et donc je vais vous donner un petit peu les résumés de leurs réflexions. On va commencer par ceux qui voient le désir comme le manque. Ça a été le cas donc de deux philosophes très opposés, qui sont Platon, donc philosophe stoïcien de l'Antiquité, qui a surtout travaillé sur les réflexions de Socrate, qu'il n'avait pas laissé d'écrit, donc Platon a fait ce travail-là pour Socrate. Et puis Schopenhauer, qui est un philosophe assez sombre, qui arrivait bien après lui, et qui lui avait une vision un petit peu noire de la vie. Platon, lui, met en avant que le désir donc naît du manque. Dans son grand ouvrage Le Banquet, il explique justement que l'amour, donc l'éros, est le désir qu'on n'a pas encore et donc qu'on va aller vouloir chercher. C'est-à-dire que c'est un moteur d'élévation, c'est celui qui nous pousse à aller conquérir ce désir et donc du coup qui nous rappelle que l'on est incomplet. Ça veut dire concrètement que c'est un peu une course perdue parce que finalement ce côté incomplet de notre être qu'on voit à travers d'autres personnes, ben finalement il sera éternellement présent en nous parce qu'on verra toujours quelque chose en l'autre qui n'existe pas en nous. C'est le propre du coup, si on voulait faire un petit peu de psychologie, c'est le propre du coup de nos blessures. C'est-à-dire que nos blessures émotionnelles vont nous renvoyer qu'il nous manque toujours quelque chose, donc le désir nous poussera toujours à aller chercher ce que l'on a l'impression qu'il nous manque. Schopenhauer, dans la même direction, mais de façon complètement opposée, lui explique que le désir est synonyme de souffrance. C'est-à-dire que, à travers le désir, il y a une volonté aveugle et insatiable, donc, de s'emprisonner. C'est-à-dire que chaque désir est assouvi par un autre, et donc c'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que éternellement on aura toujours cette quête de courir après le désir et donc de se faire souffrir. Ça, c'est une vision donc de la philosophie. Il y a une autre vision qui parle donc du désir comme une puissance de vie. C'est notamment la vision de deux grands philosophes, non pas que les deux premiers n'étaient pas grands, bien au contraire. Spinoza, qui pour la plus grande partie donc, du monde philosophique est reconnu comme le plus grand philosophe, et également Nietzsche, qui peut être aussi un autre grand philosophe, voit donc dans le désir une puissance de vie. C'est-à-dire qu'on inverse la perspective, le désir n'est pas un manque, contrairement aux deux premiers, mais l'expression de notre essence. C'est-à-dire c'est ce qui nous donne un moteur de vie et c'est ce qui nous permet du coup d'avoir une volonté d'existence, une volonté de se surpasser. Et donc le désir pour lui n'est pas à fuir, mais du coup il est à comprendre et à orienter. Ça veut dire que là on est plutôt dans une vision psychologique, on va dire, en même temps philosophique. C'est-à-dire je n'ai pas besoin de fuir quoi que ce soit dans mon existence. Ce que j'ai besoin, c'est ce que Spinoza a beaucoup travaillé dans sa vie, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est d'avoir la connaissance. Si j'ai la connaissance de mon fonctionnement, si j'ai la connaissance de mon existence, alors donc je suis en capacité donc de suivre mes désirs, je suis en capacité de ne pas me faire souffrir. Nietzsche, lui, est un petit peu dans le même courant, avec des différences, c'est-à-dire que pour lui,
également, il est important d'avoir la connaissance, c'est-à-dire que le désir doit être compris pour avoir cette volonté de puissance, qui n'est pas donc du coup négative selon lui, mais à condition qu'elle soit créatrice. C'est-à-dire que le désir doit nous permettre donc de se dépasser et donc de se transformer. Donc on est dans une dimension, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, pour Spinoza et pour Nietzsche, de créativité, donc de développement, d'élévation. Mais ce que Spinoza et Nietzsche donc ne mettent pas en avant, qui rejoindrait du coup les deux premiers, c'est que si on n'a pas cette capacité-là, c'est-à-dire que si on n'est pas en capacité donc d'avoir cette connaissance de soi, si on n'a pas réussi justement à être en accord avec soi et donc de bien se comprendre, c'est du coup l'effet boomerang qui va se produire, c'est-à-dire qu'on va revenir dans la vision de Schopenhauer, où là le désir donc du coup ne sera pas positif, puisqu'il va se retourner contre nous, on va le subir et on n'aura pas la possibilité donc d'être créateur et donc de s'élever. Le troisième courant qui peut exister, c'est le désir et la raison. Là, on va plutôt retrouver des philosophes stoïciens, comme Sénèque, Marc Aurèle, donc Platon également, que j'ai cité en premier, et puis donc Épicure. C'est-à-dire que Épicure, lui, met en avant que le désir peut être séparé. Il y a ce qu'on appelle les désirs naturels, donc c'est-à-dire manger, se protéger, etc. Et puis, il y a les désirs nécessaires, ce qu'on appelle la richesse, le luxe, etc. Et puis, les désirs vains, c'est-à-dire le pouvoir, la gloire, etc. Et pour Épicure, ce qu'il met en avant, c'est que la sagesse consiste justement à la capacité à hiérarchiser, donc du coup, ces désirs. Ce qui veut dire que Épicure, par exemple, mettrait presque d'accord le premier courant et le deuxième. C'est-à-dire, si j'ai la capacité à hiérarchiser mes désirs, si j'ai aussi la capacité du coup à chercher à avoir la connaissance, c'est beaucoup plus facile de ne pas être prisonnier de mes désirs. C'est-à-dire c'est beaucoup plus facile de ne pas tomber dans une vision superficielle de la vie où je vais chercher le pouvoir, la notoriété, la richesse, etc. Mais où je vais être dans une volonté donc de me faire grandir, de m'élever, en priorisant tout ce qui est des besoins naturels, donc des désirs qui me permettent d'être en accord avec la nature, d'être en accord avec la vie. Et donc là, c'est un point que je n'ai pas évoqué pour Spinoza, qui a mis en avant que pour être heureux, il faut être en accord avec la nature. Si on n'est pas en accord avec la nature, on ne peut pas être heureux. Donc, on rejoint Épicure, c'est-à-dire, si je suis capable de hiérarchiser mes désirs, et si je suis capable, tout simplement, du coup, d'être en accord avec ces désirs naturels qui sont donc de me nourrir, de me protéger, de vivre dans un bon environnement, etc., j'ai des chances que mes désirs soient sains. Les stoïciens, donc, sont un peu dans cette direction-là. C'est-à-dire que, pour eux, ce qui est important, c'est de donner de l'importance à ce que l'on peut contrôler. C'est-à-dire que si je commence à donner du pouvoir à des désirs que je ne maîtrise pas, c'est-à-dire la capacité à être riche, la capacité à avoir du pouvoir, la capacité à être important, la capacité à être aimé, etc., je vais vite devenir prisonnier, donc je vais vite revenir donc, dans le courant de Schopenhauer. Par contre, si j'ai la sagesse et donc si j'ai la connaissance, donc on revient du coup plutôt au courant donc, de Nietzsche et de Spinoza, de donner du pouvoir à ce que je contrôle, ce que je maîtrise, à ce moment-là, le désir est vain et le désir du coup peut me guider dans ma vie. Il y a un quatrième courant qui peut être intéressant, un courant plus contemporain. C'est un courant qui nous amène à des philosophes plus récents. On va retrouver Rousseau et on va retrouver Jean-Paul Sartre. Rousseau, lui, nous parle donc des désirs simples, donc un petit peu comme on a vu au-dessus avec Épicure. C'est-à-dire que, naturellement, on a des désirs en nous qui sont sains, manger, s'habiller, se protéger, avoir des relations saines, etc. Le problème, c'est que plus on avance au fil des civilisations, plus la société crée des désirs. Donc on va parler donc de désirs superflus. Et là-dessus, sur ces désirs superflus, naissent des conséquences, qui sont
la jalousie, qui sont la dépendance. Et donc, ça veut dire que si on ne veut pas subir nos désirs, il faut que, du coup, on ne se laisse pas guider par ce que la société nous tendrait à vouloir nous imposer. On en revient, du coup, à de la psychologie, encore une fois. C'est ce que Freud et surtout Jung ont mis en avant. C'est-à-dire, si je me laisse gouverner par la morale collective, le désir, du coup, n'est plus très vain. Et donc, on va donner raison à Schopenhauer, c'est-à-dire que le désir est un cercle vicieux où j'aurai tout le temps envie de beaucoup plus, j'aurai tout le temps envie de nouveautés, j'aurai toujours envie de ce que je vois chez mon voisin qui me rend jaloux, etc. Et donc, je vais subir de façon superficielle la vie. Sartre, lui, nous parle donc de désirs liés à la condition humaine. C'est-à-dire que, un petit peu dans la direction de ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire que le désir est un manque à être, ce qu'il appelle le manque à être. C'est-à-dire, je projette en permanence sur mon existence ce que je vois de l'autre, ce que je n'ai pas reconnu en moi, ce que je n'ai pas l'impression d'avoir par rapport à l'autre. Et donc là, on est plutôt dans une vision un petit peu de Schopenhauer. C'est-à-dire que c'est une vision un petit peu sombre. Le désir, en quelque sorte, me rend prisonnier, me fait perdre en résumé mon libre arbitre. Il m'empêche du coup de pouvoir être libre. Mais en même temps, si on va plus en profondeur dans la philosophie de Sartre, on va se rendre compte que c'est pas tout à fait ce qu'il essaie de nous faire comprendre. C'est-à-dire que Jean-Paul Sartre part du principe que l'homme est libre en ayant la même réflexion que Spinoza et Nietzsche à partir du moment où il a la connaissance et donc la sagesse de contrôler, donc on revient au courant stoïcien, de contrôler ses émotions, de contrôler en quelque sorte ce que la société essaie de nous imposer. Et ça veut dire que si je suis en capacité de prendre de la hauteur, c'est beaucoup plus facile de maîtriser mes désirs. En conclusion, donc, de ces quelques visions philosophiques que l'on peut voir sur le fil du temps au niveau philosophique, c'est que pour certains, Platon, Schopenhauer, Sartre, le désir, c'est avant tout une histoire de manque et d'insatisfaction. Donc, c'est pas forcément quelque chose de très, très positif. Pour d'autres, Spinoza, Nietzsche, Épicure, c'est une force créatrice, naturelle, et donc qu'il faut laisser vivre et qu'il faut donc essayer donc de mieux gérer et donc de ne pas se laisser gouverner. Enfin, si on prend une vision de la sagesse philosophique générale, on va dire que se libérer du désir, c'est justement mieux apprendre à l'accueillir et mieux apprendre à la guider. Ce qui veut dire concrètement pour moi, et c'est là où j'en reviens du coup à ce travail sur le conscient et l'inconscient, pourquoi des personnalités aussi brillantes soient-elles, vraiment aucun des hommes que je viens de vous citer ne peut être considéré comme non brillant. Ce sont tous des grands philosophes. Ils ont tous, à leur manière, fait évoluer les réflexions, fait évoluer les mentalités, amener de la sagesse chez chacun d'entre nous, mais de façon complètement différente. Et moi, ce qui me fait dire ça, c'est que si je prends, par exemple, la définition dans le dictionnaire du mot désir, on est d'accord que consciemment, on aura la même définition tous. Pourtant, quand on commence à philosopher sur le mot désir, c'est-à-dire quand on commence à mettre une partie de nous dans la définition, on en revient à ce que notre inconscient va nous faire comprendre. Et donc, ça veut dire qu'on commence à ne plus lire la même chose que notre voisin, que notre frère ou sœur, que notre parent, que notre ami, que notre amoureuse, amoureux, etc., etc. Concrètement, ça veut dire que la conscience, le conscient, c'est quelque chose qui, du coup, nous fait croire que l'on a une forme de vérité. Pourtant, si vous avez suivi
ce que j'ai essayé de vous montrer, on voit bien que la vérité n'existe pas, puisque chacun a sa vérité. Chacun essaie donc de croire qu'il a trouvé la vérité. Mais en réalité, la seule vérité que chaque être humain va trouver, c'est celle que son conscient lui laisse croire. Donc on va revenir à une notion, par exemple, d'ego. L'ego va nous faire croire que l'on a trouvé la vérité. En réalité, pour moi, dans ma réflexion, c'est pas notre conscient qui a raison, c'est notre inconscient qui sait. Et donc notre inconscient, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous guider dans une direction en fonction justement de qui l'on est, en fonction de notre identité, en fonction de nos mémoires. Et donc ce que l'être humain a du mal à accepter et à comprendre, c'est qu'il est gouverné du coup par un inconscient. Par nature, inconscient, ça veut dire quelque chose que je ne maîtrise pas et que je ne connais pas encore. Et ça veut dire donc du coup que ce que je crois savoir n'est rien de plus ni moins que ce que je suis en train de subir de cette partie de moi irrationnelle. Ce qui veut dire que, par exemple, ce que l'on pourrait imaginer, c'est que la différence qu'il y a entre Spinoza, Nietzsche, Épicure, Platon, Socrate, Schopenhauer, Sartre, etc., c'est qu'ils n'ont aucun chemin de vie qui est identique. Aucun de ces hommes-là n'a la même identité, aucun de ces hommes-là n'a vécu les mêmes traumatismes, aucun de ces hommes-là n'a vécu les mêmes parcours karmiques les uns les autres, aucun de ces hommes-là, du coup, n'a eu une conscience qui a évolué de la même façon au fil du temps. Donc ça veut dire que forcément, ils ont tous raison et en même temps, ils ont tous tort. Et pourquoi ils auraient tous raison ou tous tort? Tout simplement parce que, pour moi, la vérité, elle n'existe pas. Elle n'existe pas parce qu'en définitive, ce que l'on veut croire qui est important d'acter comme forme de vérité, c'est ni plus ni moins qu'un refuge égotique qui nous permettrait donc de se rassurer. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus intéressant pour moi. Et c'est ce que je voulais mettre en avant dans cette vidéo. C'est-à-dire que le désir, ce qui nous guide, et là-dessus je vais rejoindre du coup Spinoza et Nietzsche, c'est une force vitale, c'est-à-dire ce qui nous fait avancer, ce qui nous guide, c'est en même temps ce qui nous limite et ce qui nous réduit, ce qui nous retient. Donc ça veut dire que on est d'accord, il y a une forme de vérité et une forme du coup d'erreur. Donc il ne peut pas y avoir d'importance à donner à la vérité ou à l'erreur. Par contre, quelle est la différence entre le conscient et l'inconscient? C'est que d'un côté, le conscient, je sais, me limite, c'est-à-dire je crois prendre la bonne direction, et donc je m'impose de suivre une bonne direction. Et l'inconscient, du coup, qui est beaucoup plus irrationnel, puisqu'on ne le maîtrise pas, on ne le contrôle pas encore, lui, il va me faire, du coup, être libre. Il va me permettre donc, du coup, d'être dynamique. Si on revient à la genèse de ma chaîne YouTube, donc elle est née, je vous dis, sur de l'instinct. Il n'y avait pas de rationalité, c'était juste une colère qui s'exprimait. À l'époque, j'étais malheureux, je venais de subir une rupture qui m'a fait énormément souffrir. Et donc, j'avais besoin de laisser vivre cette colère à travers une impulsion que j'ai eue de tenter une nouvelle expérience qui était de devenir médium. Puis après, énergéticien. Ça m'a guidé. Et puis, au début, ça m'a rendu très libre. C'est-à-dire, l'impulsion inconsciente m'a rendu très libre. J'ai découvert quelque chose que je ne maîtrisais pas. J'ai exploré du coup un monde, un univers que je n'avais pas du tout exploré jusque-là, ou très très peu, qui était la spiritualité. Donc j'ai fait plein d'expériences. J'ai, je pense, découvert des capacités que j'avais médiumiques et en même temps énergétiques, en faisant des soins de libération karmique, en faisant donc des soins énergétiques, etc., où j'ai des expériences avec des retours qui me permettraient de croire que j'avais des vraies capacités.
Mais en même temps, du coup, si je comprends bien ce que je vous ai dit juste avant, cette forme de vérité que je voudrais mettre en avant, elle n'est que superficielle. Elle n'est que superficielle parce qu'elle ne repose que sur ce que j'ai comme information dans le conscient à un moment X. Et puis du coup, si je prends un peu de recul, je me dis que du coup, je me base en me disant, ben, j'ai des capacités médiumiques, énergétiques, karmiques, parce que j'ai fait des soins et que j'ai eu des retours d'expérience très positifs. Mais je peux aussi, du coup, me dire que les retours d'expérience que j'ai eus sont issus de personnes qui ont cru à un moment X que ce que je leur avais transmis était positif et que j'avais en effet des capacités, que je les avais soignés de maladies, que je leur avais transmis des informations qui leur permettaient d'avancer sur leur chemin, que je leur avais fait du bien, etc. C'était un point de vue à un instant T. Est-ce que ce point de vue, plus tard dans le temps, serait le même? J'en sais rien. Et j'aurais tendance à croire que, au fil du temps, vu que ces personnes ont continué leur chemin donc en s'éloignant de ma scène, c'est que c'est pas forcément le cas. Donc, ça veut dire qu'il y avait une forme de vérité, mais il y avait en même temps une forme qui était peut-être pas forcément très, très réelle. Alors, du coup, qu'est-ce qui est important de retenir dans tout ça? Ben, ce qui est important pour moi, c'est que tout est démontable. Tout ce que l'on croit être certain, toutes nos certitudes, toutes nos croyances, on peut du coup les démonter, c'est facile. Et là-dessus, on aura toujours le pouvoir de le faire. Par contre, si on en revient à cette notion de désir, et c'est qu'on essaie d'aller chercher la vision la plus sage possible, la plus philosophique possible. C'est-à-dire de se dire, je veux en effet ne pas être prisonnier du désir. J'ai envie de garder quand même cet élan de vie qui me permet d'être créateur et d'être dynamique. Mais j'ai bien compris que si je veux pas être prisonnier, il faut que j'ai de la connaissance. Donc il faut que j'essaie de comprendre un minimum de choses sans m'emprisonner dans une forme de croyance de croire que je peux tout savoir ou que je peux savoir. Alors, il est important du coup de comprendre que la seule chose qui nous nourrit et qui est positive, c'est celle où je vais respecter qui je suis. Je vais respecter en fait mon identité. Et donc, je vais en revenir à ce parcours pour lequel j'ai créé cette chaîne, parcours Flamme Jumelle. Aujourd'hui, je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, je partage plus du tout cette vision New Age du parcours. Mais alors, plus du tout. Je suis plus en accord du tout avec ça. Je reste persuadé que la femme que j'ai identifiée comme ma flamme jumelle, donc ma diade, l'autre partie de mon âme, là-dessus, je reste complètement OK avec ça. J'ai dit dans la précédente vidéo, ou l'avant-dernière, j'en sais rien, je ne me rappelle pas, qu'aujourd'hui, on ne regarde pas dans la même direction, donc nos parcours ne peuvent pas continuer à être liés l'un à l'autre. Et donc, que je lui rendais en quelque sorte sa liberté, mais que je reconnaissais l'amour que je lui porte, parce que j'ai pas du tout envie de lutter contre cette émotion, contre ce sentiment que je peux avoir. Il est là, je l'aime, et j'ai envie au contraire d'honorer cette chance que j'ai d'être tombé amoureux à un moment donné d'une personne que je trouve magnifique, extraordinaire, et tous les qualificatifs qu'on pourrait lui donner. Tout en reconnaissant en même temps les défauts qu'elle peut avoir, etc. Là-dessus, il n'y a pas de problème du tout. Mais donc, du coup, ce que j'ai, moi en tout cas, envie de respecter et de comprendre, et c'est ce qui diverge du parcours New Age, de la vision New Age des flammes jumelles, c'est que si on revient à la notion d'alchimie, quand je pense à cette femme, je pense à la fois à ce qui est beau et puis ce qui a été moins beau dans notre relation. Et quand je vois ce qui est beau, je vois en fait des moments
qui sont instinctifs en quelque sorte, qui ne sont pas contrôlés, donc qui reviennent à cette notion d'inconscient. Et quand je pense à ce qui est beaucoup moins beau et donc beaucoup moins positif, c'est tout ce qui nous ramène du coup à cette forme de conscient et donc à toute cette forme de contrôle. Et donc ce que je me dis, c'est que l'alchimie, dans une histoire comme celle-ci, qui se retrouve dans d'autres types de relations karmiques. C'est valable pour les âmes sœurs, c'est valable pour d'autres relations karmiques. La relation alchimique, elle devient belle et elle devient positive quand chacun, du coup, respecte sa polarité, respecte qui il est. Et en l'occurrence, le gros défaut de la vision New Age, qui du coup nous emprisonne et nous empêche d'être nous-mêmes, c'est de nous faire croire qu'on doit devenir l'inverse de ce que l'on est. Et moi, c'est ce qui m'a fait beaucoup de mal, en l'occurrence, sur ce parcours, parce que j'ai en effet épousé cette vision-là à un moment donné. C'est-à-dire, je me suis dit, je suis une polarité yin, et là-dessus, j'avais tous les signes pour le voir, mais en même temps, je comprenais pas parce que j'ai été très très créateur dans ma vie et très entrepreneur. J'ai fait énormément de jobs différents, avec beaucoup de succès, etc. Et je me disais, mais ça, c'est quand même plutôt une vision yang. Ce que je n'avais pas identifié, c'est que cette posture-là que j'avais durant 30 ans de ma vie professionnelle, c'était du coup un masque. C'était des masques même. Et donc, en effet, c'était pas moi. Et quand je repense aux petits moments magiques que j'ai passés du coup avec cette femme, ou même depuis la séparation, depuis plus de 4 ans, bientôt 5, et que je pense à ce qui était et ce qui est magique, c'est en effet tout ce qui nous ramène à l'irrationnel. Tout ce qui nous ramène à la forme d'instinct, à l'intuition. C'est-à-dire que je me rappelle de ces moments de petit déjeuner pris sur son balcon où il n'y a pas de calcul, il n'y a rien. Ces moments où tu vas acheter une pizza et tu te retrouves au bord de la plage et tu vis un moment, waouh. Ce moment où tu es dans une voiture sur une autoroute en Turquie et il se passe quelque chose de waouh, avant que tout devienne par contre très sombre dès que le conscient reprend le dessus. Et c'est plein de petites choses comme ça. C'est des moments où tu comprends en fait qu'il n'y a pas de droit, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de rationalité. C'est juste l'âme qui parle, c'est juste ton instinct qui parle, c'est ton intuition. Tu sais pas pourquoi tu as dit ça, tu sais pas pourquoi tu as fait ça, mais ça a créé en fait un moment magique. Et c'est pour moi l'alchimie. C'est ça l'alchimie. C'est-à-dire que cette femme qui est notre polarité yang et moi qui suis notre polarité yin, même si on a chacun un peu de yang et un peu de yin, hein, bien entendu, mais en tout cas, par ces impulsions donc inconscientes, elle m'a guidé, sans le savoir, pour comprendre en fait comment mettre un petit peu de discipline, de rationalité dans ma vie, ce qui était très compliqué pour moi en tant que polarité yin. Et je pense que sans savoir comment, sans savoir pourquoi, ben, je lui ai offert en quelque sorte une forme de liberté dans sa vie, elle qui est très très prisonnière de relations toxiques, de peur, etc. Alors, vous me direz, pour une relation alchimique, c'est pas top, puisque vous êtes éloignés, vous ne regardez pas dans la même direction, etc. C'est vrai. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que, si j'en reviens à ce mot désir, j'ai envie d'être en accord avec moi, et donc j'ai envie de ne pas subir le désir. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que, en effet, j'étais tombé complètement en extase, amoureux, etc., d'une femme et surtout d'un potentiel. C'est-à-dire que je l'ai vue comme je pense elle ne se voit pas et qu'elle n'arrive pas à se voir. Parce que si elle se voyait comme je la vois et comme je l'ai vue par les moments qu'on a partagés ensemble, et comme je la vois encore aujourd'hui,
ben, je pense qu'elle ne saurait pas où elle est et elle ne regarderait pas dans la direction qu'elle regarde aujourd'hui. Alors, à partir du moment où moi je veux le meilleur pour moi, tout en voulant le meilleur pour elle, ben, c'est de dire ok, stop. J'arrête de la désirer. J'arrête de désirer cette relation. Stop. Je me dis que la vie est bien faite et je vais rejoindre du coup la philosophie de Spinoza. Je veux être en accord avec la nature. C'est-à-dire que si quelque chose résiste, ben, je ne vais pas me comporter comme le chêne qui va résister au vent jusqu'au moment où il va craquer. Je vais plutôt épouser la philosophie du bambou qui va plier, mais qui va pouvoir du coup jouer avec le vent. C'est-à-dire, quand il y a du vent, ben, je vais me coucher, mais dès que le vent va se calmer, je vais remonter. Et donc, du coup, cette souplesse face à la vie va permettre au bambou de durer et donc d'être puissant et d'être ancré. Donc, c'est ce travail sur l'inconscient me permet aujourd'hui d'accepter de la vie, de me dire stop. Voilà, je reconnais l'amour, il n'y a pas de problème, je suis fasciné, je suis enthousiasmé de l'imaginer un jour heureuse et c'est vraiment tout ce que je peux lui souhaiter parce que il n'y a pas du tout de méchanceté ou de rancœur, de jalousie ou quoi que ce soit par rapport à elle. Je veux qu'elle soit heureuse, mais je ne veux pas être prisonnier du désir. Je ne veux pas être du coup guidé par un sentiment qui me limite et qui me réduit. Je veux au contraire être gouverné par ce que le désir peut faire naître en nous d'être créateur. Et c'est ce qui m'amène du coup à avoir cette réflexion et que j'ai envie de vous transmettre et vous en ferez ce que vous voulez parce que je voudrais que vous soyez libre. C'est que plus vous allez donner de pouvoir à l'inconscient, plus vous avez de chances d'être heureux. Plus vous avez de chances du coup d'être équilibré et plus vous avez de chances d'être épanoui. Au contraire, plus vous allez donc du coup vous laisser gouverner par votre conscient, donc par le mental, par l'ego, par toute forme de croyance et de vérité. Hein, je sais, le fameux je sais. N'oubliez pas que pour moi, le plus grand philosophe Socrate a dit « La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien ». Et en disant ça, il a reconnu en fait ce qu'est l'intelligence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'accepte de ne pas savoir, j'accepte que je puisse avoir cette forme d'intelligence. À partir du moment où je veux être prisonnier et cloisonné dans une forme de croyance, de savoir, c'est que je lutte contre la nature. Donc je vais à l'encontre de ce qu'a dit Spinoza. C'est-à-dire que je m'empêche du coup d'être épanoui et d'être heureux. Donc si je ne veux pas être prisonnier, si je ne veux pas être enfermé dans des cases, si je ne veux pas m'enfermer dans des croyances, si je ne veux pas être enfermé dans des certitudes, ben j'ai intérêt de ne pas donner trop de pouvoir à mon conscient. J'ai au contraire intérêt de donner beaucoup de pouvoir à ce qui vient du coup de cette part irrationnelle en moi, qui est cette part humaine, c'est-à-dire la voix du cœur, la voix de l'âme, et donc laisser vivre mon impulsion, mes intuitions, et accepter finalement cette vision de la vie où j'ai envie de sortir de cette vision limitante de la réussite et de l'échec. J'ai au contraire envie d'être en accord avec cette vision de l'expérience. La vie, c'est une somme d'expériences que j'enchaîne, qui me donne des leçons, qui me permet, à travers toutes ces leçons que je vais donc faire vivre, de pouvoir tout simplement faire mieux la fois d'après. Essayer de franchir encore des nouveaux caps. Je disais ça en accompagnement il n'y a pas longtemps, et puis à mon fils aussi d'ailleurs. Je lui disais, ce qui est important, c'est de matérialiser les marches. C'est-à-dire, ok, là j'ai fait ça, j'ai cette leçon-là, c'est une marche. La prochaine expérience que je vais vivre, cette marche-là que j'ai consolidée, que j'ai actée, elle me permet d'avoir du coup un appui pour continuer à monter l'escalier. Et donc, continuer à m'élever.
continuer à me permettre de grandir, continuer à me permettre d'être encore plus performant, plus juste, plus sage, plus humble. Et donc, c'est un peu la conclusion que je voulais vous transmettre aujourd'hui. C'est important de faire vivre ça. En tout cas, c'est ma vision aujourd'hui de la vie. Vous avez le droit de vouloir vous limiter. Vous avez le droit de vous enfermer encore dans des croyances, dans toute forme de rationalité très consciente, très égotique, etc. C'est pas en tout cas ma vision à moi. Et je ferai une vidéo sûrement, je ne sais pas si ça sera sur cette chaîne ou une autre, parce que en mettant fin à cette vision-là, donc du parcours l'âme jumelle, je pense que c'est peut-être aussi la fin de cette chaîne-là, parce que cet élan du coup du désir qui veut vivre aujourd'hui en moi me dit qu'il y a quelque chose à aller conquérir de nouveau, redonner de l'espace, redonner de la grandeur dans la créativité, dans la magie de la vie. Et puis il y a un autre point qui me fait beaucoup réfléchir en ce moment. On est dans une ère où les réseaux sociaux, on voudrait nous faire croire que des jeunes de 20, 25 ans se qualifient de mentors. Ils ont encore rien expérimenté de la vie, mais ils ont toutes les réponses. Ils ont toute la sagesse, soi-disant. On est dans une ère où des jeunes femmes qui deviennent très riches parce qu'elles vendent leur corps, vendent leurs images, etc., nous font la morale pour nous faire comprendre qu'on n'a rien compris de la vie et qu'on ne sait pas ce que c'est être heureux. Ok, pourquoi pas. On est dans une vision de ce monde actuel où on veut nous faire croire que si on n'a pas accès à, du coup, la richesse monétaire, l'argent, c'est finalement qu'on n'a rien compris à la vie. C'est qu'on n'est pas capable d'être heureux. Et en même temps, on essaie de nous faire pointer du doigt ceux qui vivent leur liberté, c'est-à-dire qu'on compris que l'argent, c'est qu'une prison, c'est que, en fait, une dépendance, et que, à l'inverse, vivre des expériences, être en mouvement dans son existence, c'est peut-être quelque chose qui est une plus grande et plus belle richesse. Mais ça, à chacun d'avoir sa vision. En tout cas, ces réseaux sociaux me laissent penser quand même qu'il faut, comme le mot désir, avoir une vraie réflexion dessus, parce que sinon, on va avoir une vision comme celle de Schopenhauer, c'est-à-dire c'est le serpent qui se court et qui se mord la queue, une vision assez sombre, c'est-à-dire que ça ne nous élève pas, ça nous emprisonne beaucoup, et en même temps, ça existe. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il y a moyen, comme le mettent en avant Spinoza et Nietzsche, où finalement, peut-être qu'on peut s'en servir comme une richesse, comme un moteur de vie pour faire vivre des idées, pour faire véhiculer des réflexions. C'est ce que j'ai envie de croire, mais je crois que je vais avoir besoin à un moment donné de prendre du recul sur tout ça, parce que pour l'instant, je crois que j'ai subi par du coup mon inconscient, j'ai subi ce que mon conscient a voulu me faire croire, que c'était important de maintenir quelque chose, c'était important de rester présent, c'était important de ne pas perdre des abonnés, etc. Et je crois que c'est plutôt ce qui m'a fait perdre du temps sur mon chemin et qui m'a limité. Donc voilà, c'est, je pense, la prochaine réflexion. Et du coup, je ferai une vidéo pour expliquer mon point de vue sur la différence qu'il y a entre poser des limites et poser un cadre. C'est pas du tout la même vision. J'ai fait beaucoup de vidéos en expliquant qu'il fallait justement pas poser des limites dans la vie, parce que les seules limites qu'on pose, elles sont envers nous-mêmes, déjà. Alors que poser un cadre, c'est pas du tout la même vision. Et c'est ce que j'essaierai de développer peut-être dans une prochaine vidéo. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses. J'espère que cette vidéo vous apportera quelque chose. N'hésitez pas à commenter.
Et puis, peut-être à bientôt. Sinon, Inch'Allah. Ciao.